Alors bonjour, c'est Sacha, votre maître courtisan, toi qui veux devenir un maître de la cour du peuple. Aujourd'hui, la violence. Le discours politique s'est-il radicalisé? Avons-nous l'impression réellement qu'il, soudainement, dans la politique québécoise, tout comme dans la politique internationale, il y a plus d'agressivité ou plus de violence? Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon, qui est tué dans une conférence. Éric Duhem, qui est taxé d'être toxique. Marois Risky, enceinte de 8 mois, qui se fait menacer depuis la dernière année de façon répétée, alors que l'harceleur vient lui-même d'être libéré. La vice-première ministre de l'Argentine, sauvée par la chance alors que l'arme qui était à 16 pouces de son visage dans un rassemblement sortit s'enraya et sauva la vice-première ministre d'Argentine. La violence est-elle plus présente? Alors rapidement, j'aimerais simplement pouvoir discuter quelque peu de cette situation. Pour la très simple et très bonne raison que j'ai réellement l'impression que nous sommes tous responsables un peu de contrer ce phénomène qui malheureusement est en montée. Alors revenons un peu sur l'histoire. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les médias de masse se sont trouvés à prendre l'ensemble de la place dans le discours politique. À la différence du 19e siècle, où c'était les pamphlétaires, les journalistes de tout horizon, les universitaires, et où la communication était relativement peu encadrée, la moitié du dernier siècle, elle, est tout le contraire. Il n'y a que le cadre. Il y a donc une certaine bienséance à la façon de faire de la communication. Certes, cette situation aura amené moins de liberté d'expression, mais certainement une situation beaucoup plus stable et harmonieuse, notamment parce que le monde médiatique faisait preuve d'un certain filtre. Il empêchait les discours les plus radicaux et les plus extrêmes. Et l'autre raison qui justifie ceci, autre que la dérive engendrée par ces discours de la Deuxième Guerre mondiale, engendrant de facto donc un traumatisme personnel chez l'ensemble des citoyens habitant l'Occident, les pays du tiers-monde, ainsi que ceux influencés par le RSS, tous ensemble, nous étions unis face à cet ennemi qui était la tyrannie, qui était le communisme et l'URSS. Donc, être radical et être extrême au début du dernier siècle était inadmissible, puisque de facto, vous pouviez être taxé de personnes endossant la tyrannie et le radicalisme de l'URSS. Alors, me voilà mieux cadré. Il ne faut pas oublier surtout que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une série de 30 ans de prospérité continue s'échelonnera et permettra à tous de vivre une situation relativement harmonieuse et surtout une situation de prospérité. À partir des années 80 et 90, cette prospérité commença à se concentrer dans les mains de quelques-uns et donc cette prospérité générale finira par s'effriter. Effritement qui mènera avec 2008. Dans la même logique, autour des années 2005, le filtre médiatique s'effondrera suite à la multiplicité des différentes plateformes pouvant exister. Non seulement Facebook, mais on peut penser à MySpace, on peut penser à Instagram, on peut penser aux podcasts, on peut penser à l'ensemble de tous les moyens qui désormais permettent de communiquer en tant que simple influenceur individuel, n'ayant pas d'équipe pour confirmer les dires ou les infirmer, ni pour avoir de la précision, ni pour faire preuve de filtre. C'est les conséquences de la liberté. La liberté a quelque chose de beau, mais elle fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de contrôle par rapport aux éléments qui sont moraux dans une société. C'est ce qui a toujours été et c'est ce qui sera toujours. Jusqu'à ce que l'humain soit adapté à la civilisation et non pas le contraire, où est-ce qu'en fait nous sommes adaptés à une situation de sauvagerie assez incroyable où nous réussissons à contredire les chances, et ce, malgré la faible marge de possibilité que nous avons de réussir. Nous sommes des animaux qui sommes nus, avec environ 2 autres, les rats et les cochons. Et donc, ce qui encadrait la violence des humains autrefois dans la société sont des choses relativement du passé. Donc, la frustration de 2001, de 2008, les perdants de la mondialisation, la liberté exacerbée et sans contrôle sur l'Internet, l'isolation qui augmente de plus en plus. Tous ces éléments mélangés ensemble, même si la plupart des homicides et la plupart des crimes violents ont baissé depuis les 4 dernières années, le nombre de crimes haineux, eux, ont explosé. Ce n'est pas pour rien. C'est à cause des raisons dont je vous ai dit auparavant. Mais donc, parlons quelque peu des éléments qui présentement nourrissent cette situation. Donc, tout d'abord, la destruction du monde communautaire, le désengagement de l'État auprès de plusieurs organisations, la concentration de la richesse, l'incapacité d'être capable de détruire les personnes qui font du détournement de fonds ou encore qui font du blanchiment d'argent, notre tendance à nous allier et à faciliter donc le transfert de richesse de façon illégale et immorale dans les mains de personnes qui sont absolument inexistantes au niveau bureaucratique, fait en sorte que le monde communautaire s'est effondré lui aussi, ou du moins est en train de s'effondrer. Et ce monde, il est essentiel.
Il est fondamental, il est au centre, il a toujours été au centre de toutes les civilisations pour leur permettre de réussir à prendre soin du plus démuni. Certes, l'État a son travail. Est-ce que l'État doit être aussi présent qu'aujourd'hui? Reste à savoir, c'est un débat où plusieurs positions sont exprimées sur le sujet. Et nous ne sommes pas une chaîne d'opinion. Et donc, ça fait en sorte que le monde communautaire qui aurait dû être capable de régler le problème de certaines personnes, ou du moins les aider à cheminer et non pas les laisser dans leur misère et leur violence, n'existe plus, ou n'est pas assez fort pour réussir à aider tout le monde. Un autre élément qui vient à nourrir cette situation est l'existence de multiples générations en même temps qui engendrent une certaine fragmentation de la société. Si autrefois vous aviez tout au plus 2 générations qui survivaient, le fait qu'il y en a 4 et une 5e en route divise énormément notre société dans la capacité du peuple à se réunir ensemble dans un but précis. L'accélération du déroulement de l'histoire fait en sorte aussi que les idéologies changent en l'espace d'une seule génération, d'une génération à l'autre, là encore empêchant l'union, et aussi nourrissant donc un écœurement et une émotion, une rancœur, une opposition qui peut arriver une génération face à l'autre. Le système qui a été construit par les baby boomers de remettre dans les mains de l'État l'ensemble de l'instruction publique n'a pas été payant. Plutôt qu'en fait, je vous dirais qu'il a été déficitaire. Moi-même, je suis un enfant des écoles publiques. Je peux vous garantir qu'il y a une grande différence entre ce que vous connaissez lorsque vous sortez de l'école publique et de l'école semi-privée, semi-publique. Là encore, je ne suis pas une chaîne d'opinion, je ne fais que émettre un fait basé sur mon expérience. Or, l'échec de cette instruction et donc de la passation de plusieurs traditions qui justement ont démontré pour être capables de donner les moyens à des humains de se contrôler, que ce soit autant le cursus catholique que les traditions familiales, que le respect envers la nation. Tous ces éléments ont fait en sorte, cette brisure, de laisser des humains qui n'avaient pas les moyens d'être capables de faire face réellement à la vie s'ils se retrouvaient en marge du plan prédéterminé par la société. Ainsi de suite, on se retrouve avec des personnes qui ont rendu désormais des déficients sociaux. Cette déficience va généralement résulter en une certaine misère émotionnelle qui va être nourrie par une carence émotionnelle qui est elle-même supportée par un isolement complet. Et donc, rajouter à cela la donnée que je vous avais parlé de l'Internet exacerbé, où eux-mêmes ils vont nourrir les excès sur les Internets, va faire en sorte que ça va créer un climat très propice à encourager la violence, les comportements toxiques, la fermeture d'esprit, et qui nourrira aussi toutes les autres torts que j'ai surnommés plus tôt dans cette vidéo. L'élément le plus marquant présentement est probablement ce que l'on appelle la ménosphère aux États-Unis ou encore la fachosphère en France. C'est le rassemblement de plusieurs intellectuels, du moins intellectuels dans leur domaine, qui se permettent de plutôt devenir des intellectuels de la politique, ce qui est en soi aussi lui-même un domaine que votre cher maître devra vous instruire. Et donc, vous vous retrouvez avec des personnes qui crédibilisent en fait d'autres personnes qui elles-mêmes sont beaucoup plus extrêmes dans leur point de vue. Alors, ceci commença énormément de façon marginale par des mouvements conspirationnistes, beaucoup dans les débuts des années 2000, qui deviendra beaucoup plus solide avec des personnes comme Alex Jones. By the way, this is a side issue. I've always thought Michelle Obama looked like something was wrong with her. They talk about how beautiful she is. She looks profanely scary and monstrous to me. And she always wears these weird fluffy things around her waist. And her shoulders are wide enough to put 3 men's heads on. Mais on peut réellement beaucoup plus penser à l'influence de Ben Shapiro. Ought to be protected. Now, back to my question to you. You purport to be an objective journalist. BBC purports to be an objective down-the-middle network. It obviously is not. It never has been. And you as a journalist are proceeding to call one side of the political aisle ignorant, barbaric, and sending us back to the dark ages. Why don't you just say that you're on the left? Is this so hard for you? Why can't you just be honest? Mr. Seriously, Shapiro, it's a serious question. Mr. Shapiro, if you only knew how ridiculous that statement is, you wouldn't have said it. So let's move on. Présentement, Ben Shapiro est un pseudo-intellectuel de sciences politiques. Je peux vous garantir que moi qui ai été un pratiquant de la politique et qui est un fin intellectuel et quelqu'un qui connaît énormément de sujets sur énormément de domaines, notamment sur la psychologie, notamment sur la socio et particulièrement sur l'histoire, Ben Shapiro est un propagandiste de la première heure. Le problème qui arrive, c'est qu'il y a d'autres intellectuels ou pseudo-intellectuels qui viennent à se joindre à ce mouvement. Surtout des intellectuels crédibles comme Jordan Peterson, qui est une personne que j'ai déjà respectée, mais qui malheureusement, dans sa perspective politique, est complètement dans une logique de propagande et raconte souvent des principes qui sont idéologues et non pas factuels nécessairement. Parfois oui, parfois non. Il y a factuel, il y a interprétation de statistiques. Il y a dire j'interprète les statistiques dans ce sens-là, il y a dire que ceci est un fait. Jordan Peterson ne dit pas
Je pense que. Il dit juste, c'est ça. Or, malheureusement, quand vous vous adressez aux personnes de cette façon-là, vous vous adressez à leur foi. Et la foi est quelque chose d'extrêmement puissant, puisque la foi, c'est je sais que c'est vrai. Pas je crois que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et donc, tout ce qui vient le contredire est faux. De facto, il n'y a pas de place à ce que vous puissiez bouger. Alors, tous ces éléments combinés ensemble créent en ce moment une bombe à retardement. Et les plus radicalisés, les plus émotifs et les moins stables vont bien évidemment commencer à sortir. C'est ce que l'on voit en ce moment. Donc, par rapport à l'élection provinciale de 2022, blâmer Éric Duhem de quoi que ce soit n'est pas nécessairement une chose qui est logique ni utile. Et c'est particulièrement, en fait, nocif. Tout le monde perd dans ce cadre. En ce sens où l'on n'a pas le débat de fond et l'on ne se retrouve pas avec la situation où l'on peut réellement trouver des solutions. Car sans avoir les bons faits, on ne peut pas élaborer des solutions. C'est simplement logique. Sans compter, bien évidemment, que ce genre de discours va radicaliser les personnes qui sont de votre côté contre les personnes de l'autre côté. J'aimerais élaborer un peu plus, mais cette vidéo commence déjà à être un peu longue, pour parler simplement de psychologie. Donc, l'isolation étant quelque chose qui nous fait extrêmement mal, le monde communautaire étant en plein effondrement, la responsabilité revient donc à nous de nous assurer que les personnes autour de nous ne sont ni trop isolées, ni trop marquées, ni trop tristes, ni trop miséreuses. Surtout, et je vous le dis, bon nombre de personnes ayant une instabilité émotive vont porter leur souffrance sur la société et donc vont vouloir changer cette société et donc vont rentrer dans un domaine extrêmement difficile qui risque de nourrir encore plus leur trauma en étant eux-mêmes relativement fragiles et vont empirer leur situation et se radicaliser parce que la politique n'est pas un endroit où l'on reçoit, c'est un endroit où l'on donne. Alors, si on arrive avec plein d'émotions négatives, nous donnerons des idées et des émotions négatives. Tous les dictateurs, sans équivoque, sont des personnes neurotiques. Hitler, Staline, Castro. Il y a souvent bien peu d'idéologie et très souvent des profils psychologiques. Un jour, je vous ferai une vidéo sur ceci et certainement un texte pour le blog. N'oubliez pas d'aller sur le blog. Donc, tout ce que je veux vous dire en fait aujourd'hui, c'est simplement prenez soin les uns des autres. Aimez-vous les uns des autres. Va en paix et va pratiquer l'amour et la guerre de la politique ou fais la guerre avec amour. Passe une bonne journée et surtout n'oubliez pas de t'abonner et de suivre ma page Facebook et Instagram. Oui, j'ai désormais un Instagram. Pour avoir les nouvelles justement de toute la campagne électorale où je fais le retour jour après jour des propositions qui ont été faites la veille. Sur ce, c'était Sacha à Montréal pour Politique et Influence. Bonne journée.